Ok, ben je remercie et bonsoir à tous. On va commencer le direct. Ah non, il est 28, peut-être un peu Ouais, en tu peux y avance. aller. Tu peux y aller. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Je suis ravi ce soir de vous accueillir et avec un invité spécial qui est Sébastien Sébi. Sébastien, bonsoir. Bonsoir Nicolas, je te remercie de ton invitation, c'est très généreux de ta part. Je te remercie d'avoir accepté. Donc ce soir, on a une grosse session, un gros menu avec des thèmes très très intéressants, des thèmes d'actualité que tu maîtrises de par ton parcours qui est quand même très très riche. Donc je vais en parler rapidement. Tu es thérapeute énergéticien, tu es exorciste, tu es voyant, tu es médium. À partir de l'âge de tes 15 ans, tu as commencé à être dans le ressenti, l'intuition et l'écoute intérieure. Tu as suivi trois formations de Reiki, avec différents Reiki. Tu as fait des formations en kinésiologie, des formations en phonénisme, en programmation neurolinguistique, en gestalt thérapie. Tu pratiques depuis juillet 2013, donc tu as ouvert ton entreprise où tu conseilles les gens et tu les aides en fait par rapport à tes capacités. Donc ce soir, au niveau de ce dont tu vas nous parler, ce sont des sujets vraiment intéressants, comme la possession. Ça, ce sera le premier sujet dont on va parler. On va parler également des symptômes d'éveil, en faisant la distinction entre les peurs, ce qui peut être lié à la peur et ce qui peut être des croyances aussi. On va parler de la lumière inversée aussi, avec tout ce qui concerne le décalage dans le temps enfin le décalage dans l'espace-temps. Tu nous diras tout ça et tout ce qui concerne la croix cosmique. Alors la croix cosmique, moi je ne sais pas du tout ce que c'est, je vais découvrir avec les spectateurs. Et tu nous parleras ensuite, le quatrième sujet, ce sera ce qui concerne la matrice et le changement matriciel. Tout ce qui concerne le chemin de conscience et l'inconscience collective, l'inconscient collectif. Et on terminera par l'amour universel. Après quoi, en fait, je demanderai aux personnes qui nous regardent de poser des questions. On aura donc une session de questions-réponses. Et donc vous pourrez poser vos questions direct à Sébastien et on y répondra. Voilà, les présentations sont faites. Merci encore Sébastien de l'honneur que tu nous fais de nous rejoindre et je te laisse la parole. Très bien Nicolas, je te remercie. Donc effectivement, ce soir, on va traiter d'un sujet qui n'est pas forcément compris, hein. C'est vrai que le sujet de la possession aujourd'hui, c'est un sujet qui fait peur, qui rentre aussi dans tout un jeu de conception mentale, dans lequel la plupart des gens vont, au travers de leur éveil, peut-être traverser ce genre de situation. Alors, un cas de possession, il y a plusieurs niveaux de possession. Il y a déjà le premier niveau, c'est ce qu'on va appeler le niveau de la hantise. La hantise, c'est quand il y a des influences télépathiques, psychiques, autour de soi, sans qu'il y ait d'intrusion au niveau du corps. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la présence d'un poltergeist, d'une entité qui peut agir dans la réalité, comme en bougeant les meubles, ou en faisant de temps en temps des influences télépathiques, c'est-à-dire que la personne va être un peu marionnettisée par le contrôle mental que l'entité va exercer sur elle. Donc il y a plusieurs niveaux dans la hantise, là j'essaye d'englober un petit peu parce que le sujet est très très vaste. Et ensuite, on peut parler aussi de possession. Alors qu'est-ce qu'une possession? Donc la possession, la véritable possession, c'est un peu comme on voit dans le film L'Exorciste, avec cette femme et ces personnes qui viennent lui balancer de l'eau bénite, faire des prières, des incantations magiques, enfin magiques et spirituelles, pour essayer d'en dégager l'entité qui l'a incorporé. On pourrait parler aussi de cas de possession, par exemple comme dans l'expérience du walking. Le walking, c'est une entité qui va demander l'autorisation de rentrer dans le corps de l'individu, et donc on va y voir une substitution de l'âme qui était à l'origine dans ce corps, qui va s'en aller et laisser la place à une autre entité, une autre âme, qui va
avoir un corps, donc un véhicule, pour vivre une expérience terrestre. Des expériences de walking, vous en avez chez un médium, par exemple, qui est très connu, un médium, un maître spirituel, c'est Krishnamurti. Ça, on pourrait appeler ça une forme de possession. Sauf que dans cette situation-là, on pourrait dire qu'elle est positive. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui est fondé pour que ça se réalise ainsi. La plupart des cas de possession aujourd'hui qu'on peut voir et qui sont assez malheureusement réguliers, c'est plutôt des âmes qui vont rentrer dans la personne. Alors, il y a la possession furtive, où on va passer dans un état émotionnel de colère, où on ne va pas comprendre ce qui nous arrive, ou de tristesse, ou de haine, de vengeance. La plupart du temps, c'est ce genre d'esprit aujourd'hui qu'on peut voir sur le chemin de notre éveil, qui viennent carrément dans la conscience de l'individu, dans son corps, et qui prennent le contrôle. Seulement, là, il y a un non-respect du libre arbitre, et on peut parler d'une possession négative. C'est-à-dire qu'il y a une force intrusive qui va complètement passer les barrières de la conscience de l'individu, barrières qui sont la plupart du temps liées à des portes émotionnelles. C'est-à-dire que l'entité peut rentrer dans une âme, dans le corps d'une personne, quand il y a des failles. Et quand il y a ces portes, ces failles émotionnelles, l'entité va continuellement pouvoir rentrer et ressortir. Donc ça, c'est un cas de possession qui arrive régulièrement aujourd'hui dans l'éveil, que j'ai dû gérer. Ensuite, il y a un deuxième cas de possession. Deuxième cas de possession, c'est plusieurs entités. C'est-à-dire que la personne va se retrouver attrapée par une entité qu'on va dire une entité mère, qui va contrôler les plus petites et qui va du coup laisser une brèche grande ouverte pour que d'autres entités s'infiltrent à la travers de l'individu. Ce qui va créer au niveau psychologique des failles et surtout des multiples personnalités, avec des épisodes, si la possession est vraiment forte, avec des épisodes souvent d'amnésie, c'est-à-dire que la personne va faire des choses, va dire des choses, et quand l'entité va se calmer, l'individu va retrouver sa conscience, mais elle n'aura pas le souvenir de ce qui est passé. Donc là, ce sont quand même des cas très graves. Ça n'arrive pas tout le temps. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent être soumises à ça, mais il y a aussi, un cas de possession comme ça, c'est 1 sur 1000. C'est très rare. La plupart du temps, on est possédé par nos propres facettes de conscience. On est possédé par des processus inconscients refoulés qui vont se personnifier dans notre comportement. Exemple, une personne qui aurait vécu des années de souffrance, de torture psychologique, ou alors de mal envers un parent, par exemple des enfants battus, elle peut développer une pathologie psychique plus tard, comme la bipolarité, comme d'autres maladies beaucoup plus graves et conséquentes. Donc il faut vraiment différencier les choses, et c'est sûr que c'est pas toujours aussi simple de pouvoir définir s'il y a une intrusion d'un être extérieur en la personne ou s'il y a un être en elle. Et c'est un peu le travail que je réalise aujourd'hui, c'est déjà d'avoir un bon discernement, d'avoir une liste de questions bien précises et bien posées, qui sont symptomatologiques d'une réelle possession et qui permettent d'avoir un discernement réel sur la situation. Alors, sur le chemin de notre éveil aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent ainsi. Pourquoi? Parce qu'on est en train de passer dans une période de révélation. Et tout se révèle, aussi bien notre intériorité qui demande d'être pris en main, soumis à des peurs, à des croyances. On va activer dans notre réalité des situations qui vont se révéler et se réaliser. C'est-à-dire que si, par exemple, dans toute mon enfance, j'ai eu peur des fantômes, ou j'ai peur du démon, et que dans mon éveil, je vais commencer à m'éveiller, donc on va aller vers la lumière, et à un moment, paf, il va se passer quelque chose, et il va y avoir comme une activation dans la réalité qui va attirer à nous-mêmes ce genre de situation de possession. Mais le but, c'est simplement d'aider l'ego, c'est-à-dire tout ce qu'on a enregistré auparavant, à trouver une forme exutoire de ses croyances profondes et de ses peurs. Et donc, en fin de compte, on pourrait dire que sur le chemin de l'éveil, quand ce n'est pas une véritable possession, ça peut être simplement un processus d'ouverture
sur une réalité qu'on construit nous-mêmes, et donc sur des peurs qu'on va activer au travers de ce qu'on conçoit de notre propre réalité. Alors, comment expliquer ça avec des mots justes? Imaginons que, je vous donne un exemple. Depuis très jeune, j'ai lu la démonologie. Parce que j'avais une grand-mère qui était assez portée sur les choses et qui me demandait d'avoir des enseignements. Quand je me suis éveillé en 2006, ça a été toute la source positive qui est venue en moi, qui a réalisé une grande ouverture de lumière, et par mes croyances et mes peurs internes, et surtout, bon, moi, j'ai été éveillé par la conscience christique, donc j'ai vu Jésus sur la croix, donc ça veut dire que je me relie à un égrégore, à une conscience collective. Et sur mon chemin de conscience, j'ai dû passer au travers des processus que j'activais moi-même au travers de cette lumière qui était mienne, et donc prendre en main, en fin de compte, ce qu'on pourrait appeler les forces de l'ombre. Et ces forces de l'ombre, c'était mes démons intérieurs, personnels. Et c'est quelque part un travail où l'ombre va venir nous montrer ce qui est en nous pour qu'on puisse travailler ces zones d'insécurité en nous-mêmes. Et donc ça va aller très très loin. Et plus on va croire que c'est quelque chose d'extérieur, plus on va mettre l'énergie dedans, et plus cette énergie va devenir réellement vivante. C'est-à-dire qu'on va penser être possédé, on va penser être soumis à des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. En fin de compte, si on prend le processus à l'inverse et qu'on se remet en question, on peut comprendre qu'en fin de compte, c'est nous qui allons créer cette réalité dans laquelle on va s'éveiller. Et j'appelle ça un peu la conscience du guerrier. On se fait nous-mêmes notre propre guerre, on va aller chercher les prières de l'archange Michael, on va commencer à s'intéresser aux choses pour nettoyer la maison, on va prendre en main une forme d'ascétisme, une forme de, je sais pas, le jeûne, etc., pour essayer de travailler toute cette zone émotionnelle, mais aussi, avant tout, de lutter contre ce qu'on crée nous-mêmes. Donc, ce qui est important, c'est que sur le chemin de notre éveil, on y passe tous à ce niveau-là, parce qu'on vit quand même dans un monde de dualité. Et on est dans cette période de révélation, et cette révélation, elle se positionne pourquoi? Parce que la lumière sur Terre est en train d'augmenter. Comme cette lumière sur Terre est en train d'augmenter, on est en train de soulever tous les processus inconscients pour pouvoir les vivre en accéléré et pouvoir s'apporter une certaine forme de maîtrise, une maîtrise de soi et donc une maîtrise de nos croyances et de nos peurs. Pourquoi on en est ici aujourd'hui? Parce que l'espace-temps et notre galaxie a été retirée d'un espace-temps universel pour permettre à ce que tout le monde vive une situation de dualité sur Terre et que cette situation de dualité sur Terre n'ait pas trop de résonance au niveau universel. Donc, on a décalé, si vous voulez, l'axe de cette croix cosmique sur 18 étages dimensionnels jusqu'à une forme qui s'oblique à 45 degrés. C'est-à-dire qu'on vit tous dans cette lumière inversée. Puisqu'on a dû inverser ce processus de lumière pour permettre à ce que le reste de l'univers ne soit pas soumis à la dualité qui avait été choisie d'être vécue sur Terre. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles énergies, on voit très bien d'ailleurs que la Terre est en train d'augmenter en ressources hertziennes, je crois que c'est la résonance Schumann, oui, et on voit que cette résonance Schumann qui était au départ à 7 degrés, elle augmente de jour en jour, parce qu'on est en train de rééquilibrer cette croix cosmique. Et on est tous en train de faire le travail. On est tous en train de rééquilibrer au travers de notre propre développement et de notre évolution interne. On est en train de permettre à la Terre de reprendre un axe droit et régulier sur cette croix cosmique. Pour qu'après, on puisse réintégrer tranquillement et doucement sur plusieurs milliers d'années. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez accéléré quand même pour ce qu'on vit, parce que on le voit dans tous les channelings, le travail de lumière a été accéléré, pour que dans l'avenir, notre espace-temps et notre galaxie puissent réintroduire la globalité universelle. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre une dissolution complètement de l'ego collectif, de l'inconscient collectif, pardon, et chacun, sur notre chemin de conscience, de conscientiser le pourquoi et le comment de ces choses. C'est-à-dire qu'on est en train de s'apercevoir qu'il y avait effectivement une matrice ancienne qui avait permis de maintenir cette dualité sur Terre, matrice qui était gérée par des êtres beaucoup plus grands,
des êtres qui sont aussi eux-mêmes, se sont aussi eux-mêmes polarisés pour pouvoir permettre de gérer la matrice duelle. Donc on pourrait dire qu'il y a des archanges et des démons, et que c'est les mêmes entités en fin de compte. C'est eux qui ont dû gérer ça, c'est eux qui ont dû se polariser pour permettre à cette expérience. Et aujourd'hui, ces grands êtres cosmiques sont aussi en train de se réintroduire dans une notion d'unité. Donc progressivement, on vit des éveils, on vit des situations. Pourquoi la possession elle arrive aujourd'hui? Parce qu'il y a un tas d'âmes qui sont bloquées dans cet inconscient collectif et qui sont encore dans cette ancienne croyance de cette ancienne matrice. Et du coup, en tant que exorciste et passeur d'âme, qu'est-ce qui m'arrive? C'est-à-dire quand je vais avoir un exorcisme, je ne vais pas aller combattre comme avant je l'aurais pu faire en tant que prêtre avec l'eau bénite, etc., avec les prières. Je ne vais pas aller combattre l'entité. Je vais aller chercher le nœud qui est enregistré au niveau de l'âme, au niveau karmique, pour permettre à la personne de retirer cette information qui va descendre dans son existence, dans sa persona, dans son individualité personnelle, dans sa vie, qui va descendre et qui va activer sa réalité un petit peu difficile. C'est-à-dire c'est des informations d'incarnation qu'on a eues auparavant dans un espace-temps, on pourrait dire le passé, mais qui se réactualisent aujourd'hui pour qu'on en sorte tous et pour que l'âme puisse revivre des processus ascensionnels, aussi bien quand on a incarné que quand on est désincarné. C'est plus facile avec des gens incarnés, parce qu'on a beaucoup plus d'énergie. Avec des gens désincarnés, ils sont plutôt bloqués, complètement bloqués dans leur psyché, ils sont bloqués dans leur façon de concevoir les choses, et c'est là où c'est beaucoup plus difficile. Donc un passeur d'âme, c'est avant tout un guérisseur d'âme. Si on guérit une personne qui est en face de soi, avec qui on a un contact dans la matière, on devrait aujourd'hui se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec des âmes qui sont retenues dans cette notion astrale, dans cet éther? Eh bien effectivement, ça c'est le travail que je fais aujourd'hui. C'est un travail de psychologue, un travail de conscience, pour essayer de convaincre les âmes qui veulent posséder les autres à comprendre le changement, à l'accepter et donc du coup à pouvoir se libérer au travers de leurs croyances, au travers de leurs peurs ou de leur façon de fonctionner. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un grand amalgame, c'est très peu compris, parce que la plupart des gens n'ont pas assez d'expérience au travers de ça. L'expérience, elle vient un peu comme je dis souvent, il faut être pour être forgeron, il faut savoir forger, et on se forge au travers de ces diverses expériences, comme moi j'ai pu le faire, j'en ai vécu beaucoup, des cas de possession, j'en ai vécu énormément, de tout niveau, et aujourd'hui, la plupart du temps, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a des âmes autour des personnes qui vous influencent, comme les personnes qui vont dire « oh, moi je suis médium, j'entends mes guides, etc. » Mais c'est pas toujours vrai. Il faut bien prendre conscience qu'il y a un discernement imposé. C'est tant qu'il y a de la dualité avec les guides qui sont autour de vous, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore dans un niveau d'acceptation et d'évolution supérieur au plan de l'astral. Tant qu'il y a de la dualité, les âmes qui sont autour de vous et qui vous guident, attention, attention à cela, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore assez évoluées pour pouvoir régler le problème pour vous. La plupart du temps, je dis aux gens, si vous êtes au contact d'âmes autour de vous pour éviter la possession, parce que plus on est au contact d'eux, plus on tire des liens, et plus il y a une possibilité d'intrusion après dans votre conscience. J'ai encore eu une médium la semaine dernière qui est rentrée en hôpital psy après une tentative de suicide, parce que ça faisait des années qu'elle était au contact d'une entité, et cette entité, elle avait bien fait son travail pour pouvoir la posséder. Et elle s'est retrouvée à faire un acte désastreux, et quand j'ai essayé de l'aider, j'ai fait tout ce que je pouvais, l'entité est partie, mais ça a tellement créé un processus psychique que pour la réformer psychologiquement, ça va demander plusieurs années pour l'aider à replacer un petit peu tout ça dans sa tête. Je dirais que l'entité l'a rendue un peu folle, réellement. C'est vraiment une forme de folie avec une pathologie psychologique qui s'est créée à cause de ce mauvais contact. Donc le discernement, c'est quoi? C'est ok, j'ai des guides. Les guides, ils me demandent de faire ceci, de faire cela. Déjà, vous n'êtes pas des marionnettes. Il faut garder votre libre arbitre. Si ça dépasse votre notion de libre arbitre, c'est deux solutions. Soit vous êtes prêt à recevoir les enseignements de l'ombre, parce que la plupart du temps, c'est de l'ombre, mais là, ça va vous demander un gros travail sur vous-même, de remise en question, une vraie réforme psychologique interne, et surtout un travail quotidien, une certaine forme de discipline pour vous entourer de bonnes énergies. Si vous prêtez trop l'oreille
à ce genre de structure, d'influence d'âme, vous allez vous perdre. Donc, il faut poser, c'est comme en spiritisme. On a des codes, il faut utiliser des codes. Et ces codes, ils sont toujours basés sur une forme de dualité. S'il y a de la dualité, s'il y a des réponses qui sont euh, duel, ou si vous voyez que vous avez été mal guidé ou que votre voyance n'est pas bien par rapport à ce qui aurait dû être, hein, donc il faut que vous testez sur un espace-temps. Si vous faites de la voyance et vous voyez que vous avez dit des conneries à quelqu'un, c'est qu'il y a peut-être un mauvais canal avec vous. Et là, il faut vraiment couper le canal et vous remettre en question, avoir une discipline et puis vous prendre en main plus sérieusement. Parce que sinon, vous allez vous faire happer et inévitablement, ça peut aller jusqu'à un système de possession. Alors, ensuite, sur le chemin de l'éveil, la vraie clé universelle qui nous permet de s'en sortir de ce genre d'histoire, c'est l'amour. L'amour universel. Un amour qui est basé, avant tout, sur le pardon envers soi-même. Et c'est pas un amour envers les autres, c'est aimer en soi-même tout ce qui existe. Être à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que la source d'amour universel, la source d'amour inconditionnel, elle aime toutes ses créatures parce que ce sont ses enfants. Et c'est cette conscience-là qu'on doit développer. Quand on travaille avec des guides qui sont encore un peu dans la dualité, on est là pour les faire évoluer. Et c'est pas l'inverse. C'est pas les guides qui nous font évoluer. C'est nos actions et ce qu'on va poser dans notre action qui vont permettre à ces hommes-là d'évoluer. Pour celles qui le veulent, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas évoluer. Et il y en a certaines, on n'a pas trop le choix que de les retirer du canal de la personne qui les canalise et de les accompagner différemment. Enfin, après, moi j'arrive encore aujourd'hui, je pourrais dire, à passer de certaines entités. Il y en a quelques-unes qui sont assez réfractaires à ça parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Mais il faut se rassurer, l'amour universel est en train de se poser. Quand la croix cosmique sera vraiment en équilibre, il y aura plus de genre d'influence. Hein, d'ici 20 ans, 10, 20 ans, ça va être de plus en plus épuré. Le monde va s'épurer. La notion du pouvoir aussi est importante à comprendre. Qu'est-ce qu'avoir du pouvoir? Avoir du pouvoir, c'est vouloir activer trop rapidement l'ouverture de sa propre conscience en allant faire, par exemple, des rituels Reiki. Aujourd'hui, au sein de mon activité, j'ai beaucoup de personnes qui ont fait du Reiki et qui se sont fait parasiter par des âmes qui étaient dans cette forme d'égrégore. Donc aujourd'hui, le véritable développement spirituel et le véritable chemin de conscience, c'est avant tout un chemin basé sur la sagesse. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller chercher à trop activer, à ouvrir vos chakras, parce que vous allez ouvrir toute l'énergie karmique qui est reliée à ça, et vous allez vous retrouver au-devant de cette source d'énergie, et donc peut-être au-devant de certains problèmes. C'est un petit exemple. Il y a beaucoup de techniques comme ça aujourd'hui qu'il faut voir. N'allez pas chercher le pouvoir. Allez plutôt travailler sur vous. Travaillez sagement, simplement. Trouvez plutôt de la simplicité. Et c'est là où vous allez trouver cette forme d'amour universel pour vous-même et que vous allez construire un bon canal, une bonne écoute intérieure. Et ça, c'est le plus important dans tout ce que je peux vous communiquer. Alors, l'amour universel, c'est pas non plus un amour bisounours. Il faut bien comprendre que l'éveil spirituel, il a une certaine fonction établie dans l'évolution. Au départ, la plupart des gens sont dans l'aspect physique, c'est-à-dire qu'ils vont être normés dans la société, ils vont vivre selon une norme de la société parce qu'on nous dit que c'est comme ça. Ça, c'est l'espace physique. Ensuite, il y a l'espace, la plupart des gens qui vont s'éveiller. Hop, je commence à prendre conscience qu'il y a des choses bizarres autour de moi, même si j'avais pas cette croyance, même si je n'avais jamais vécu ça, effectivement, il y a des choses qui existent. Donc là, il y a un premier niveau de discernement. Et dans ce niveau-là, ça va être plutôt l'accompagnement au niveau émotionnel. Et ce niveau émotionnel, moi, je conseille toujours de faire du développement personnel. Quand on a des petits problèmes, quand on a des petites névroses, quand on a des peurs profondes, faites du développement personnel. Inscrivez-vous dans des stages de formation pour aller chercher un petit peu les causes et les effets de votre état intérieur. Pour pouvoir vous amener des outils et donc une reprise en main de votre personne. Et ensuite, il y a vraiment l'éveil qui va être à un autre niveau, c'est le plan mental. C'est ce plan où on va commencer à se poser de plus en plus de questions et à observer sa façon d'agir avec les autres. Ce qu'on pourrait appeler une forme de résonance. Tiens, j'ai dit telle chose, j'ai eu tel comportement, comment je peux essayer d'amener ça? On se voit, on s'observe.
Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes dans notre éveil. S'observer dans ses profondeurs, dans sa façon d'agir et dans sa façon d'être. Et toujours essayer de mettre plus d'amour. Est-ce que c'était bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être nourricier pour moi-même et qui va apporter une certaine forme de bonté à mon entourage? Bon, je vous donne un cas. J'ai rencontré une personne il y a plusieurs années en arrière. Elle avait eu une vie très difficile avec ses parents. Et quand je l'ai rencontrée, cette personne était pleine de colère. Mais vraiment, elle était vraiment bourrée de cette colère. Et pourtant, c'était une personne qui avait beaucoup d'énergie et qui s'éveillait. Mais elle n'arrivait pas à accompagner ces processus de colère. Elle restait complètement enfermée dedans et elle ne voulait pas travailler sur elle. Donc c'était une médium, mais elle était dans une médiumnité astrale, déjà sous emprise personnelle de ses propres émotions. Et en plus, elle travaillait avec des êtres autour d'elle qu'elle croyait positifs, mais qui ne l'étaient pas du tout. Et il y en avait 8. Et moi, pendant des années, j'ai essayé de l'aider. À chaque fois qu'on retirait les entités, elle retournait les chercher, parce qu'elle était dans cette notion de pouvoir, parce que ça lui donnait confiance en elle, parce que ça lui donnait peut-être une garantie, une sécurité. Mais au bout d'un moment, et sur 2 ans que j'ai connu cette personne, ça ne pouvait pas fonctionner, et franchement, j'ai dû laisser tomber, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas sortir du coup. Donc après, il y a un système de conscience, quand c'est trop implanté, il y a une forme de verrou. Il y a des verrous qui se passent sur la conscience de l'individu. Et quelque part, on pourrait dire que l'âme a choisi. Bon, à l'époque, je n'avais pas toute la science que j'ai aujourd'hui. Ça remonte quand même à des années et des années en arrière. Aujourd'hui, je pense que si cette femme venait me voir, j'arriverai à l'aider et à la suivre psychologiquement. Donc, moi aussi, ça m'a permis de m'enseigner, ça m'a permis de voir un peu les limitations dans lesquelles j'étais à cette époque-là et de pouvoir aller chercher des enseignements auprès des personnes plus compétentes pour pouvoir aujourd'hui travailler à un niveau, à l'époque j'étais peut-être à un niveau humain, mais là aujourd'hui j'essaie de travailler à un niveau plutôt au niveau de l'âme, donc au niveau du karma. Et c'est pas que j'essaye, c'est que je fais tout ce que je peux à ce niveau-là. Et ça arrive encore. La semaine dernière, j'ai eu une situation, donc il y a eu cette jeune femme avec cette tentative de suicide. J'ai eu une autre personne, un homme, qui lui, je lui ai proposé de faire un travail sur le pardon, se pardonner et pardonner aux autres, puisque c'est un travail qui marche très bien pour dégager les notions de pouvoir, et la personne l'a refusé. Donc là, on peut rien y faire. Il y a des gens qui veulent rester structurés là-dedans et malheureusement, ils vont devoir vivre des processus de souffrance, ils vont devoir passer au travers de certaines choses qui vont un jour peut-être les percuter et ils vont chercher vraiment de l'aide avec toute la sincérité qu'ils ont besoin pour pouvoir se sortir de cette situation. Donc le changement de la matrice aujourd'hui, on le voit partout. Ce changement matriciel, on le voit par exemple avec les gilets jaunes, avec les mouvements qui se passent, avec l'éveil, avec la nouvelle médecine, la nouvelle façon de concevoir le cancer, l'autorisation de travailler par exemple avec le cannabis, qu'on voit aujourd'hui qui développe des structures pour lutter contre le cancer, ou avec des plantes qui avant étaient bloquées par les sociétés des laboratoires. Mais on voit qu'il y a une réelle ouverture qui se dessine. Alors, c'est doux, c'est lent, mais de plus en plus, ça va se positionner, ça va se mettre en place. Et c'est ce changement-là qui se passe avec douceur, qu'on doit tous accompagner aujourd'hui dans notre façon d'agir. Moi, j'agis plutôt dans les plans spirituels. Il y a des gens qui vont agir dans les plans financiers ou dans d'autres plans de la santé ou écologiques, etc. Tout le monde, en fin de compte, est en train de participer à cette nouvelle émergence, de cette nouvelle réalité qu'on est en train de poser sur Terre. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez concis et clair dans tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir sur les sujets. Je les ai englobés dans un seul amas de choses. Je n'ai pas structuré ça, mais tout y est. J'attends tes questions, Nicolas. Dis-moi un petit peu quels sont les retours éventuels sur ce court instant qu'on vient de s'accorder. Déjà, Sébastien, merci. Merci pour toutes ces informations. C'est vrai que c'est dense, c'est des sujets qui se recoupent. Effectivement, il y a quelques questions, et puis sinon j'en ai aussi qui me sont venues, et je te les poserai aussi si tu veux bien. Bien. Donc on a Nesté Abul qui pose la question suivante. Moi je me demande si je n'ai pas une entité en moi, car j'ai l'impression que les gens me regardent mal, cela m'énerve, et je m'énerve vite, je suis rapidement dans le rouge pour rien. Donc, comment on peut savoir ou avoir des indices si on a une entité qui nous parasite?
Alors là, c'est pas du tout une entité qui te parasite. Si les gens te regardent mal, c'est que toi, peut-être, tu as un jugement sur toi-même qu'il faudrait observer. Peut-être que psychologiquement, tu as créé aussi cette façon de te concevoir et que tu projettes sur autrui. Hein. Je pense que quand il y a une entité, c'est complètement différent. C'est des influences qui sont différentes. Ça va pas être les gens autour de toi qui vont être guidés par cette entité pour te faire du mal. Je pense que là, c'est plutôt à regarder une forme de blessure de persécution en toi qu'il faudrait observer psychologiquement. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de walk-in. Donc, Oui, c'est les walk-in, enfin, d'après ce que je sais, c'est quelque chose quand même qui est plus courant que ce qu'on peut penser. oui. Alors, est-ce qu'il y a des indices, parce que est-ce que tout le monde le sait, qu'il est walking, première question, et est-ce qu'il peut y avoir des indices qui pourraient nous amener à penser qu'on l'est ou pas? Alors, euh, il y a plusieurs niveaux de walking. Il y a des personnes qui vont avoir un don, on appelle ça un don de captation, et qui vont laisser la place au niveau de leur corps. C'est comme si l'âme, elle était toujours là, mais elle se mettait en retrait dans la conscience, et ils vont laisser la place à des entités, ce qu'on appelle du channeling. Ça peut être une forme d'expérience de walking. Après, le véritable walking, c'est vraiment une personne qui va s'incarner dans le corps de l'individu, et on va voir une rupture dans la vie de la personne. C'est-à-dire qu'avant, elle était comme ça, et du jour au lendemain, elle va complètement changer. Elle va amener une parole, elle va amener une sagesse, elle va amener quelque chose de complètement nouveau, parce qu'elle est missionnée pour venir sur Terre. L'expérience du walking, pourquoi on la vit ainsi sur Terre? Parce que le monde a tellement été adombré par cet inversement de la lumière, qu'une grande âme qui voudrait s'incarner sur Terre aurait un corps déformé. Elle serait handicapée ou elle n'aurait pas tout l'espace de sa conscience. Parce que la fréquence terrestre est tellement basse que ça va créer une incidence au niveau corporel. Donc, le walking, c'est la bonne solution. C'est-à-dire qu'il y a une âme qui s'incarne dans un corps, une âme sur un réseau d'énergie qui peut se permettre de descendre sur Terre avec un corps parfait, et un accord qui va se positionner. Alors, ça peut être lors d'un accident, comme ça peut être lors d'une désincorporation, D'un trauma? d'un trauma, et là, l'autre âme va intégrer le corps de l'individu et va commencer à enseigner, à amener sur Terre ce dont elle est venue communiquer ou apporter. D'accord. Bah, merci pour ta réponse. Euh, oui, alors tu as déjà répondu un petit peu à cette question. Euh, Peut-être qu'il y a peut-être des choses que tu peux peut-être repréciser ou reformuler par rapport aux personnes qui entendent des voix ou des êtres qui leur parlent. Comment on peut, tu l'as évoqué, donc il y a des personnes qui entendent en fait des êtres de la lumière inverse qui leur parlent, qui prennent pour leur guide. La question, c'est comment on peut faire le distinguo. Est-ce que tu aurais certaines pistes à nous Alors, proposer? la première piste, c'est si ce qui vous est proposé, ça ne respecte pas votre libre arbitre, Ouais, c'est déjà une première information. Ensuite, si ce qui est proposé, ça éveille de la peur, c'est une deuxième information. Et si le contact avec le guide, vous vous apercevez que dans le temps, il y a eu du mensonge, c'est une troisième information. d'accord. Parce que ces êtres-là n'ont pas toute l'opportunité de voir l'espace et le temps et donc l'avenir. Et la plupart du temps, c'est structuré selon un mode un peu égoïste, hein, où ils vont se servir du médium pour asservir leur conscience, pour servir leur conscience. Donc on devient un peu comme une marionnette. Et on perd donc notre libre arbitre et on fait tout et n'importe quoi. Et ça peut arriver jusqu'à, comme le cas de cette personne qui a voulu attenter à sa vie et qui malheureusement, elle était tellement imprégnée. J'ai eu beau lui dégager des entités, mais pour elle, elle voulait pas s'en sortir. Elle pensait que c'était pas parti. Oui, elle Donc voulait voilà, et ça crée une hmm, torture psychologique tout à sur un fait. nombre d'années et donc une déstabilisation de la conscience de l'individu. Oui, donc Donc il faut bien faire attention les principes. Donc c'est libre arbitre. Est-ce que ça éveille de la peur en moi et est-ce que c'est juste ce qui est raconté? ouais, Donc il faut prendre des notes en fin de compte. Il faut prendre des notes. Moi au début de mon chemin, quand j'étais au contact,
je prenais des notes, comme quand je faisais du spiritisme, quand j'étais plus jeune, avec ma grand-mère et toute la famille, on faisait ça. On avait des codes, on établissait des codes et on demandait des codes. Alors, est-ce que si c'est bien toi l'âme? Parce qu'on peut être guidé par des gens de notre famille, mais il faut leur poser des questions. Là aussi, souvent, on se fait avoir. Ils nous disent, oui, je suis ta grand-mère, je suis ton grand-père, je suis ceci, je suis cela. Mais vous avez la chance d'avoir vécu avec ces personnes. Donc, posez-leur des questions que seulement vous et la personne savez. Et si l'entité ne sait pas vous répondre, c'est que c'est inévitablement pas la personne qu'elle dit être. Et là, vous êtes sûr d'avoir un bon contact aussi, si jamais ils se font présenter pour des gens de votre famille. Donc, c'est comme en spiritisme. Il faut poser des codes, il faut poser des conditions et il y a un cadre sécurisé. Ensuite, comme c'est des entités qui sont astralées, on se sert un petit peu des trucs et des astuces de la matrice. Vous allumez une bougie, vous mettez de l'encens et vous commencez votre contact médiumnique. Ou vous faites une méditation avant avec des prières. Et au moins, vous allez vous préserver d'un certain niveau astral. Puisque comme c'est des entités polarisées, si vous venez à faire des prières positives, elles vont au fur et à mesure s'écarter de vous, parce qu'elles vont peut-être pas supporter l'énergie que vous allez développer. Mais ça reste quand même une énergie polarisée. Donc, ce qui est bien, pour éviter de rentrer dans l'inconscient collectif, c'est de créer votre prière à vous. Parce que vous allez générer, dans votre créativité, j'appelle ça le verbe générateur. Vous allez par exemple créer une prière, que je sois toujours dans ma propre lumière, ou que je sois toujours dans mon amour, et vous faites ça comme un mantra. Et au fur et à mesure des années, vous allez vraiment activer cette énergie que vous créez vous-même. Et elle ne sera pas codépendante d'une prière comme celle de l'archange Michael, où on soulève de la dualité, ou de diverses autres choses qui pourraient activer dans votre réalité les clés de l'ancienne matrice duelle. Donc il faut vraiment faire des choses qui ne sont pas duelles. Dites simplement un contact, et je demande à ce que le filtre de mon ange gardien m'aide. L'ange gardien, c'est juste un filtre de conscience. C'est une partie de vous-même aussi. L'ange gardien, il vit en vous, il est en vous. Donc vous avez un filtre, dites simplement que tout le contact soit filtré au travers de mon ange gardien. Et là, vous allez activer quelque chose et vous allez vous préserver d'éventuels aspects négatifs autour de vous. Oui, c'est vraiment des bons tuyaux, des bons trucs que tu nous donnes effectivement. C'est ce que j'utilise au quotidien, c'est vrai que ça marche très très bien. Je te remercie. Il y a une question également qui concerne en fait une personne qui a acheté un véhicule à un défunt et il dit que c'est horrible, le défunt ne comprenait pas pourquoi j'utilisais son bien parce qu'il était mort dans la voiture apparemment. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une mémoire qui reste dans la voiture? Est-ce que c'est vraiment des corps astraux plus les corps supérieurs qui restent dans ce secteur? Sur chaque objet d'une personne qui est décédée, il y a une imprégnation d'énergie. Donc, il y a des liens qui sont créés. Quand il y a un accident, c'est quelque chose de brutal, l'âme ne comprend pas qu'elle est morte. Elle croit qu'elle est toujours la propriétaire, elle ne comprend pas pourquoi on prend sa voiture. Donc là, il y a un travail effectivement psychologique à faire avec un médium auditif qui puisse rentrer en contact avec l'âme, lui expliquer qu'elle est plus incarnée et lui dire que maintenant il est peut-être temps de se libérer et de remonter dans la lumière. D'accord. Donc on peut faire appel à un passeur d'âme par exemple, ou quelqu'un qui a Exactement. ce type de... Exactement. D'accord, ok. J'ai une question aussi concernant en fait la maladie mentale. Alors, comment on peut arriver, je parle aussi pour l'entourage de personnes qui seraient dans ce cas-là, comment on peut arriver à distinguer quelqu'un qui est dans la maladie mentale ou quelqu'un qui aurait plutôt des tendances à être possédé. Alors, bon, bien sûr, on va aller voir aussi, on va peut-être aller voir aussi du côté de la médecine, ça c'est sûr, mais est-ce que tu aurais des pistes à nous donner? Alors, toujours dans un premier temps, moi, ce que je fais dans mon activité, c'est je leur demande est-ce que vous avez un suivi psychologique? Est-ce que vous prenez des médicaments? Parce que je pense que c'est très important, déjà, d'aller voir la médecine légale et d'avoir un suivi pour de telles personnes. Ensuite, comment différencier la possession? Un état de possession, c'est pas forcément quelque chose qui va être constant. Si on a connu une personne et que du jour au lendemain, elle n'est plus la même, on peut s'apercevoir qu'il y a un réel changement. Une maladie psychologique, ça s'installe au niveau de plusieurs années. Ça peut être aussi accompagné et guéri.
On peut aider à guérir par exemple la schizophrénie. Qu'est-ce qui se passe dans un cas de schizophrénie? L'âme va être sur un certain rayon d'énergie, on va dire un rayon 1, et elle va avoir la capacité de pouvoir aller sur un rayon 2, un rayon 3, et donc sur les consciences d'autres personnes. D'accord? Et donc capter de l'information. Donc là, on peut dire qu'il y a un problème au niveau de l'âme parce qu'elle ne sait pas rester centrée sur sa propre route. Donc ça peut créer, ça peut se remettre en place, ça, au niveau de l'âme. Maintenant, une personne qui est sous possession, il y a des symptômes. Il y a des sueurs froides, il y a des peurs incontrôlées. Quand il y a la phase d'énervement, il y a des injures. Il y a aussi, elle ne supporte pas ce qui est religieux, ce qui pourrait être positif en fin de compte. Et il y a quelque chose au niveau physique, la pupille s'agrandit pour devenir très noire. D'accord. Et ça, dans un cas de possession, même qu'elle soit furtive ou qu'elle soit constante, c'est quelque chose qui fonctionne toujours. La pupille s'agrandit, ça fait vraiment, c'est vraiment impressionnant. Voilà. D'accord. Effectivement, oui, donc c'est quand même des symptômes marqués, on va dire. Voilà. Ouais, des symptômes marqués qui peuvent nous donner, enfin, nous mettre la puce à l'oreille. Voilà, une bonne indication. Tout à fait. J'avais une question concernant, en fait, tu as parlé donc du plan astral. Mhm. Donc pour les personnes qui font donc des sorties astrales, est-ce qu'on peut se faire posséder lorsqu'on est comme ça, lorsqu'on laisse notre corps en sortie astrale? Est-ce qu'il y a plus de risques ou est-ce que tu pourrais nous indiquer cela? Alors, effectivement, il y a des risques dans le déplacement astral, comme dans le voyage de conscience. Ouais, Parce que on voyage toujours au sein même de sa propre réalité. C'est comme un voyage intérieur. Hein. Donc là, c'est le voyage de conscience. On peut se faire attraper dans ce voyage de conscience par des choses qu'on va concevoir nous-mêmes. C'est ce que j'appelle les croyances et les peurs. On peut se faire attraper par des entités qui vont venir et qui vont se mettre dans cette brèche de conscience. Ensuite, dans le vrai voyage astral, effectivement, il y a tout un tas de trucs. Moi, je mets l'astral, je mets l'inconscient collectif carrément dans l'astral. C'est-à-dire toute la mémoire humaine, toutes les âmes qui ont vécu sur Terre, qui ont eu une expérience dans un espace-temps linéaire, mais qui sont là. Hein. Bon, en réalité, il n'y a pas d'espace-temps linéaire. Il n'y a que des expériences. Donc, ce qui se passe dans le voyage astral, on peut se faire accrocher par des larves, par des miasmes, comme on peut se faire accrocher par ce genre de choses, même au niveau humain. Je veux dire, tu peux très bien aller dans un magasin et un mec qui a un miasme sur lui, comme tu as plus d'énergie, il va te sauter dessus. Hein, il va venir se nourrir de ta lumière, de ton énergie. Donc ça arrive. Dans le voyage astral, on peut ramasser tout un tas d'entités, d'âmes différentes, mais qui n'ont peut-être pas forcément une incarnation sur Terre, puisque l'astral, c'est très vaste. Hein, il y a pas, c'est très très grand l'astral. Ça englobe l'univers complètement. C'est très fort. Hein, il n'y a pas vraiment de structure. C'est pas vraiment bien structuré. Enfin, pas tout l'univers, plutôt la galaxie. Donc, on peut très bien se retrouver avec, je sais pas, un être qui vient d'Andromède, qui était là-bas. Vous voyez, il y a 2 jours de ça, j'ai rêvé d'un petit chien noir qui était dans mon canal. Bon, je l'ai fait descendre. Dans mon inconscient, comme je me suis protégé, j'ai créé des verrous de sécurité. J'ai vu le petit chien, je l'ai pris, il est tombé dans l'égout, il est reparti dans sa dimension. Le voyage astral, ça peut être aussi dans le rêve. Tu vois, c'est toute la zone inconsciente. Alors, comment on fait? On se crée des verrous de conscience. Pour être protégé de ces choses-là, on crée, soit on va travailler le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, par exemple. On va imaginer que ce labyrinthe va permettre à toutes les entités qui vont vouloir venir dans votre conscience, elle va les capturer. Hein. Et ce labyrinthe, vous créez cette forme géométrique, vous imaginez l'intégrer sur vous, c'est un travail de plusieurs jours en méditation, et vous vous protégez par des systèmes comme ça. Ou alors avec des symboles de protection, ou d'autres que celui-ci. Voilà. Donc, une fois que vous allez sécuriser votre conscience, vous serez à l'abri. C'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça mérite de recevoir des enseignements de personnes qui peuvent vous guider là-dedans. Et qui peuvent surtout vous aider à vous donner des petits trucs pour vous préserver de contacts difficiles, voire même d'intrusion dans votre canal d'identité. D'accord. Voilà. Ok. Super. Merci pour cette réponse complète.
J'avais quand même une question par rapport à ta réponse. Tu fais le distinguo donc entre le voyage de conscience et le voyage astral. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être rapidement expliquer la différence? Parce que moi, Alors, je la le connais pas. voyage astral, c'est vraiment un processus où l'âme va sortir du corps. Elle va sortir au niveau du corps complètement, plutôt au niveau du plexus. Hein. Bon, elle peut sortir ici aussi, mais c'est plutôt au niveau du plexus. Et le voyage astral, bah, c'est le plan plexus solaire. En fait, hein. D'accord, ok. C'est le plan du plexus solaire. Vous voyagez dans votre monde émotionnel. Le D'accord, plexus, ok. c'est les émotions. Hein. D'accord. Donc, on va voyager en sortant du corps, on va voyager au niveau astral dans un inconscient collectif relié au plexus de toutes les personnes vivantes sur Terre. Et donc, vous allez ramasser toutes les croyances, toutes les choses qui sont dedans. Le voyage intérieur, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je vais rentrer en moi-même, je vais aller chercher, par exemple, dans mon foie, je vais chercher la porte du foie et je vais voyager au travers de mon organe pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça, c'est autre chose. Et souvent, la différence, le voyage astral, moi, quand je l'ai vécu avec une forme de tube de lumière qui se dessinait ou des vortex. Et je voyais que je passais des portes, des trous de verre, je passais des trucs différents. Donc ça, c'est du vrai voyage astral dans une forme de conscience cosmique. Et je me mettais à aller à visiter des univers où je demandais, tiens, j'ai envie d'aller me balader, j'ai envie d'aller voir Antares, le grand soleil, j'ai envie d'aller me balader dedans. Donc moi, j'ai voyagé au travers des soleils. C'est ce qui m'a aidé à rester dans un plan de lumière. Et en passant au travers du soleil, je demandais à ce que mon corps astral soit nettoyé par la puissance du soleil au travers duquel je passais. Et du coup, après, il y a aussi un truc qu'il faut demander, si vous faites du voyage astral, demandez la permission d'entrer là où vous arrivez. Parce que si vous arrivez dans un lieu où vous n'êtes pas accepté, directement, vous allez avoir des ennuis. Donc, demandez toujours l'autorisation d'entrer là où vous voulez aller. C'est très important. Le voyage intérieur, c'est un peu différent. Le voyage intérieur, on va voyager en soi, dans ses souvenirs au départ. On va voir un peu toute sa vie défiler. Hein, on va être entre le plan astral et le plan mental. Et après, ça peut aller plus loin. On va commencer à avoir des vies passées ou même des vies futures. Donc ça, c'est un voyage intérieur. C'est-à-dire que vous allez être dans le canal de votre expérience au niveau de l'âme. Tout ce qu'elle-même, elle a intégré dans son expérience. Ça, c'est un peu différent. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Oui, oui, tout à fait, c'est très clair. J'ai encore une petite question. Concernant les spectateurs, il n'y en a pas pour le moment. Donc, on va bientôt terminer la vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est l'occasion. En attendant, donc, je vais poser encore une question. Concernant les entités, est-ce qu'elles peuvent nous faire rêver, cauchemarder quand on a une entité qui au niveau de son corps? Tout à fait, tout à fait. On peut vivre une partie de la psyché de l'entité et de raisonner avec, et du coup, bah, de faire des cauchemars. Et en fin de compte, c'est quand même une très bonne information. Faut pas avoir peur de ce qui est sombre, de ce qui est noir. C'est une information dans laquelle vous allez pouvoir travailler votre ombre intérieure. Hein, c'est une remontée de l'inconscient, le cauchemar. Et c'est là où il faut vraiment poser un discernement et se dire, mais tiens, j'ai rêvé de ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça soulève en moi comme émotionnel? Et quelle est la peur qui est derrière ça? J'ai peur de quoi en fait? Et là, c'est vraiment un bon travail avec son inconscient. Et c'est une des phrases de Jung, hein, pour être réveillé, il faut savoir passer par ses enfers, il faut être passé par ceci. Alors, je vous conseille de lire le livre sur la chimie de Carl Gustav Jung. C'était un grand psychologue, mais aussi quelqu'un de très, 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 très initié. C'était un alchimiste, il a touché à tout, dans tout ce qui est dans les sciences des mystères. Et il a donné beaucoup dans son enseignement des clés pour permettre à se retrouver un petit peu dans ces notions psychologiques. D'accord. Bah, super, merci. Encore une question concernant en fait la lumière inversée. Donc moi, dans mon entourage ou par rapport aux personnes que j'ai côtoyées, des indigos, des sarcides, j'ai l'impression que c'est presque un examen de passage que d'interagir avec les êtres de la lumière inverse. Donc ma question c'est, est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce qu'ils sont venus vers toi? Et comment tu as géré la chose? Alors, j'ai eu à vivre les principes de ce qu'on appelle, au départ, j'ai été guidé sur tout ce qui existe dans la croyance de la pierre philosophale. Donc, c'est la réalisation du grand œuvre.
l'œuvre alchimique. Donc c'est vrai qu'au début de mon chemin, j'ai reçu cette énergie de lumière et d'amour, et ça m'a permis de vivre ce qu'on appelle l'œuvre au blanc. Et après, un peu comme le Christ qui est descendu en enfer pendant 3 jours, on m'a fait redescendre. C'est-à-dire que je suis allé descendre dans le bas astral profondément pour aller reconnaître mes polarités inversées. C'est ce qu'on appelle l'œuvre noire. Et là, c'était terrible. J'ai vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. En fait. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Et là, c'était très fort parce que c'est tout le soulèvement des processus de conscience qu'il faut accompagner, qu'il faut prendre en main. J'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent, j'ai fait du développement personnel, ça m'a permis d'aller travailler sur mes aspects psychologiques. Et ensuite, on va passer sur un autre niveau. Donc là, c'est la sensation du choix, le choix entre le pouvoir et le lâcher du pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'œuvre au jeune. Et beaucoup de personnes restent à ce niveau-là, c'est l'ego spirituel. C'est l'espace du gourou, hein, celui qui va tout savoir mieux que tout le monde et qui va dire non, t'as tort, tais-toi, c'est pas vrai, etc. Et qui va pas avoir de compréhension profonde de l'autre et pouvoir l'aider à l'accompagner avec une certaine forme de douceur. Donc l'œuvre jaune, c'est vraiment le dernier échelon, l'avant-dernier échelon, avant l'œuvre suivante qui est l'œuvre rouge, qui est en fin de compte la reconnaissance de l'amour. Hein, où on va passer dans les processus de la compréhension de l'amour, l'amour éros, l'amour filial, l'amour agapé, l'amour inconditionnel qui est cet amour agapé. Et une fois que vous avez passé les 4 œuvres, qui sont même très bien décrites par Jung dans son développement psychologique, vous allez accéder à un autre niveau, ce qu'on appelle la conscience du soi. Et là, chez les initiés, on appelle ça le libéré vivant. Hein, et le libéré vivant, il va être dans la danse de la flamme, c'est-à-dire qu'il va être tout le temps dans l'acceptation des choses. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques jours de ça. Pendant plusieurs jours, j'ai été travailler psychologiquement le soir par des cauchemars et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait avec ma voiture. J'ai pris la route quand même, j'ai fait 12 heures de route pour revenir dans la famille là où je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui m'est arrivé ? Juste en ayant déposé la dernière personne de Blablacar, puisque je faisais un Blablacar, moi j'aime bien discuter avec les gens et tout, j'ai eu la voiture, poum, j'ai eu un accident, poum, une voiture elle est cassée. Et effectivement, je savais que c'était une incidence de ce travail de conscience, de magie noire qu'on faisait et qu'on essayait d'exercer sur moi. Et heureusement que j'ai pu comprendre tout ça, donc ça m'a permis depuis 3 jours de travailler sur ma conscience, d'aller voir les failles et de comprendre par où cette personne est passée pour pouvoir neutraliser son action et donc la laisser sur un statu quo. Le but de cet amour inconditionnel, c'est pas de rentrer dans le combat, c'est pas de faire des exorcismes, c'est de travailler le pardon. Donc je lui ai pardonné, je lui ai dit écoute, je te remercie, grâce à toi je vais faire réparer ma voiture, elle sera neuve et je vais peut-être pouvoir la revendre et en acheter une plus belle. Vous voyez, donc il faut toujours relativiser les choses et les incidences qui vous arrivent dans votre existence. Une magie noire, c'est quoi ? C'est une forme de magie trop lourde, qui a été trop forte pour moi à porter, et qui a créé une incidence dans ma matière, tout simplement. Et donc un accident. Voilà. Mais, quelque part, si je retourne la chose, je ne vais pas rester sur le postulat. Ça pourrait engendrer de la colère, ça pourrait engendrer plein de choses négatives. Là, si j'engendre cette colère et cette chose négative, je vais renforcer le travail spirituel qui a été fait contre moi. Parce que je vais donner de la matière négative à ce travail négatif. Et donc, je vais m'enfermer dans celui-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Hop, mon ange gardien, aide-moi à trouver l'énergie du pardon, s'il te plaît, montre-moi toutes les failles par lesquelles elles sont passées. Et j'ai trouvé une faille dans mon existence d'une situation qui s'était passée et que je n'avais pas réglée aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé dessus, j'ai demandé pardon à cette femme, quelque part, je la remercie, parce qu'elle m'a aidé à devenir encore mieux et à me sécuriser encore plus facilement. Wow. Ah, voilà, c'est un petit exemple, tout simple. Oui, c'est finalement, effectivement, on en revient, enfin, tu me confirmeras ou pas, on en revient en fait que à chaque situation peut réagir avec la vibration de la peur ou la vibration de l'amour. L'amour, exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Sinon, il y a une question donc de Virginie qui nous dit en fait pour se nettoyer. Alors voilà, j'ai la question. Pour se nettoyer soi et l'environnement où on se trouve, que conseillez-vous? Il y a plein de petits trucs. Alors, on peut mettre de la sauge, on peut mettre des encens. Après, on peut aussi prendre la photo de son lieu de vie, ou tout au moins la porte d'entrée, et puis la poser
sur un dessin vibratoire pour permettre à ce que la résonance du dessin et de la photo augmente l'énergie du lieu. Ensuite, si c'est se nettoyer soi-même, eh ben, c'est un peu comme je le dis toujours, c'est un travail constant et quotidien tous les jours. Apprendre à méditer, apprendre à travailler sur soi, avoir une bonne alimentation. Vous voyez, moi je fume des cigarettes, mais c'est simplement pour essayer de garder de l'ancrage, parce que sinon je monte trop haut. Donc j'essaye de réguler mon énergie, parce que quand je fumais pas il y a quelques années en arrière, je faisais des extases et je rentrais en France et c'était pas vivable avec les autres. Donc j'ai essayé de redescendre un peu mon énergie. Mais bon, quelque part, avoir une bonne énergie, c'est avoir une bonne alimentation, avoir une bonne vie, faire du sport, et puis travailler sur soi tout simplement. Prenez plutôt le chemin d'une forme de sagesse et d'amour pour vous-même et de développement personnel et donc d'évolution pour votre âme. Et plus vous allez faire ça, plus votre énergie va être forte et moins vous serez soumis ou embêté à des choses autour de vous. Ouais, finalement, tout est lié, effectivement, comme tu dis, tout est lié, hein, donc l'alimentation c'est important aussi, C'est comme le corps, voilà. l'âme et l'esprit. Hein. Donc même l'esprit est quand même différent et indépendant, mais le corps et l'âme va accepter tout ce que le corps veut et le corps va faire vibrer l'âme selon ce que lui il est. Donc il y a quelque chose à travailler là-dessus et à regarder. D'accord. Ouais. Juste une question importante qui m'est venue. Alors, il y a différents types de méditation. Toi, par exemple, quel type de méditation tu fais? Est-ce que tu fais des méditations du silence? Est-ce que tu fais des visualisations? Est-ce que tu peux éventuellement nous en parler un petit peu pour augmenter ses vibrations et on va dire, se connecter à son soi intérieur, renforcer ses intuitions et commencer à travailler, à aller vers son soi supérieur? J'aime méditer sur ce qu'on appelle les glandes endocrines. Donc les glandes endocrines, c'est les ovaires, les surrénales, le thymus, la thyroïde, la pinéale, etc. Donc pour moi, méditer en méditation dessus, ça va vous ouvrir des portes. Et en même temps, ça va permettre à la glande de se réparer, d'être en bonne énergie. Pour méditer aujourd'hui, je fais de la méditation transcendantale. J'ai eu la chance de recevoir une énergie de lumière très forte et du coup de mettre en pratique différentes formes de méditation. Il y a une méditation active, où on va travailler plutôt sous une forme de prière, où on va commencer à psalmodier et rentrer en transe pour arriver à un état de samadhi. Donc ça, c'est vraiment la méditation qui va vous élever, parce que vous allez rentrer dans l'énergie de la prière et vous allez tout recevoir d'un coup, vous allez tomber un petit peu comme dans une forme de samadhi, c'est-à-dire de conscience d'être là et plus là vraiment. Hein. Mais vous êtes toujours en vous, tout en étant conscient. Ensuite, il y a une méditation transcendantale. C'est celle où vous allez chercher en vous-même une zone de sécurité, une zone de bien-être. Donc, on peut par exemple méditer sur un souvenir ou sur une image mentale. On peut imaginer un paradis, on peut imaginer un lieu dans lequel on va se ressourcer. Ça, vous pouvez le construire. Après, vous pouvez méditer sur des situations que vous avez vécues. Peut-être un jour, vous étiez en train de dormir et vous avez eu un grand espace de lumière qui est venu dans votre conscience. Et là, effectivement, vous pouvez revenir, ressolliciter ce souvenir pour retourner dedans. Je pense que plus vous allez relier la visualisation plus la demande intérieure, demandez d'être guidé pour rentrer en vous, demandez d'être guidé pour trouver votre propre canal d'énergie, plus vous allez le créer. En fin de compte, c'est une forme de création, c'est un travail de tous les jours. C'est pas facile de méditer, hein. Mais avec une certaine forme de travail quotidien, vous allez y arriver. Et puis si vous focalisez un petit peu sur des images mentales, vous allez méditer mentalement, mais c'est pas encore l'échelon. La méditation transcendantale et de silence, comme moi je pratique, ça me permet d'être dans une forme d'omniprésence. Quand je médite en moi, je vais dans mon canal, je vais voir les entités qui vont se présenter, qui vont venir me parler, je vais recevoir des enseignements, je vais voir un petit peu ce que je dois travailler au quotidien sur ma personnalité, qu'est-ce que je dois régler chez moi, etc. Donc moi je fais plutôt une méditation d'évolution, hein, une méditation, voilà. J'ai aussi eu pendant plusieurs années une méditation où je retournais dans la source, où je suivais ce canal d'énergie et où j'étais immergé par cette lumière, et je me ressourçais dedans. Et quand je revenais, ça me créait comme une micro-dépression. Je me disais, oh là là, c'est quoi ce monde, c'est lourd, qu'est-ce que je fais là? Mais je peux pas revenir là-haut, mais venez me chercher, j'en ai marre. Ben voilà, donc il y a plusieurs façons de méditer. Cherchez en vous les ressources. On a tout en soi, en fin de compte. On a tout en soi. Effectivement, effectivement.
Justement, par rapport à ta réponse, il y a la question de Josie qui dit j'ai rêvé que d'un bond, je partais dans le tout. Je faisais partie du tout, mais j'avais aussi toute ma conscience propre et je pouvais voir avec les yeux. Avez-vous une idée de ce que j'ai vécu à ce moment-là? Ben, c'est un éveil, c'est une ouverture de conscience. On retourne dans la situation vécue au travers du rêve. Le rêve, c'est quoi? C'est l'inconscient. C'est ton inconscient qui t'a ouvert la porte à un accès d'un tout, de l'absolu, quoi. Ouais, ouais, Et plus tu vas méditer sur cette situation, plus tu vas la réaliser, et plus tu vas t'immerger dedans, et plus tu deviendras, c'est tout. d'accord. Il y a Annie qui nous dit comment faire pour trouver les failles. Ben, les failles, on les voit tous les jours, hein. Les failles, c'est dans le vécu. C'est est-ce que j'ai eu des situations traumatiques? Est-ce qu'il y a des choses dans ma façon d'être que j'ai copié-collé sur les parents? Tiens, maman, elle était toujours méchante, alors moi je suis méchante aussi. C'est ça les failles. C'est tous les traumas et toutes les choses qu'on a vécues et les émotions qu'on n'arrive pas à accompagner dans une forme de changement. D'accord. Ok. Donc a priori, donc on a fait, on a tenu, enfin tenu, on a fait l'heure qu'on avait prévue Ok. par rapport au timing. Donc il y a plus trop de questions. Donc déjà, je voulais te remercier. Ben, je te remercie aussi, Nicolas. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre et de venir nous communiquer toutes les informations et ton expérience aussi. Euh, je voulais te dire, je voulais te demander le mot de la fin avant que je conclue. Déjà aussi, comment on peut te contacter si on a besoin de tes services. Et après, je te demanderai le mot de la fin. Alors, on peut me contacter sur mon profil Facebook, Sébastien Séville, ou sur le numéro de téléphone qui est affiché sur le profil, mais je vais vous le donner au 06 46 85 02 14. Et n'hésitez pas à aller voir le site internet. Alors, je pense que Nico mettra peut-être des informations sur Oui, la vidéo, hein. ouais, Voilà, il y a aussi le numéro de téléphone, tout est possible. Voilà, je suis un personnage public, donc c'est assez facile de pouvoir trouver mon contact, même sur internet. d'accord. Voilà, je te Et, euh, remercie. et donc, si est-ce que tu as encore un message à passer avant que je conclue? Ben, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros du travail et le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est aimez-vous de plus en plus vous-même. Donnez-vous cet amour, donnez-vous cette opportunité de travailler sur vous pour vibrer le plus en plus cet amour universel qui est en train de descendre sur Terre. D'accord, Voilà. super. En tout cas, merci beaucoup Sébastien d'être venu nous éclairer sur notre chemin d'éveil concernant les possessions et tout ce dont tu as parlé. Donc, avant de conclure, donc juste pour les personnes qui nous regardent, donc il y aura un nouveau live concernant en fait les contacts galactiques. Donc, on recevra Sophia Mazel, donc qui est contactée pléiadien et syrien. Et donc ce sera le 3 juillet, donc mercredi 3 juillet à 20h30. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci pour les questions que vous avez posées. Merci Sébastien et donc je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.